Nous recevons dans le cadre de votre magazine En toute franchise ce soir une femme politique et journaliste, éditrice et militante politique camerounaise née justement un 25 décembre en fin des années 1940 dans une contrée du sud du Cameroun, notamment en Mbam, celle qui est la fille d'une des premières figures nationales à la direction des douanes de notre pays, a accepté dans le cadre de cette édition d'être avec nous. Militante politique camerounaise très engagée dans une lutte sans faille en faveur des libertés de la presse, de l'égalité des sexes, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Ce qui lui a d'ailleurs valu en 2011 le prix du courage féminin décerné par le département d'État américain. Elle est également fondatrice du journal Bebela et aussi l'une des fondatrices de la branche camerounaise de Transparency International. Celle qui porte avec fierté une carrière journalistique et politique qui remonte aux années de lutte d'indépendance, membre très active de l'Union des populations du Cameroun. En ce temps, elle en a connu des vertes et des pas mûres derrière cet engagement auprès de l'UPC, la clandestinité et même la prison, accepté donc de partager avec nous, en toute franchise, son regard que nous savons toujours aiguisé sur des questions et les défis actuels du Cameroun. Nous parlerons notamment avec elle du paysage sociopolitique et économique à la veille des échéances électorales de 2025. Nous parlerons aussi du rôle de l'opposition et de la société civile au Cameroun, mais surtout de la CEMAC, une CEMAC partagée entre agonie et résilience dans quelques-uns de ces pays, qui sort d'un sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État tenue à Yaoundé, ici même au Cameroun, en début de semaine dernière. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine En toute franchise. Henriette Ekwe, bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci. Voilà, merci surtout d'avoir accepté de partager en toute franchise avec nous votre regard sur ces quelques points que nous avons annoncés en début d'émission. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'avoir été invité pour ce face-à-face. Voilà, une espèce de face-à-face auquel vous êtes d'ailleurs très habitué. On disait de vous tantôt que vous êtes journaliste, femme politique très engagée. On a d'ailleurs dit que vous avez connu des méandres, la prison, la clandestinité. On reviendra peut-être sur quelques-uns de ces éléments-là au cours du développement de ces 60 minutes et 52 minutes que nous allons passer ensemble. Mais avant de rentrer dans, j'ai envie de dire, le développement des différentes dorsales que nous avons annoncées, quelle est l'actualité de Henriette Ekwe, en tout cas la plus récente des actualités et peut-être future? Oh, la plus récente, c'est que le temps est arrivé d'écrire beaucoup. Et j'écris énormément. Pour l'instant, je n'ai pas encore un éditeur, mais j'ai un ouvrage de 400 pages. Il fallait que je raconte, parce que les jeunes générations veulent savoir ce qui s'est passé, notamment les villes mortes, comment ça s'est passé, comment ça s'est articulé, la coordination des partis de l'opposition, l'Union pour le changement qui a porté Ni John Frundi. Toutes ces batailles, il a dit il y a 30 ans. Auquel vous avez participé. Oh, oui, absolument. Il fallait que je témoigne. Non seulement la plupart des dirigeants de l'époque de la coordination, la plupart sont morts, sauf Bello Bouba, Issa Chiruma et quelques autres. Beaucoup sont déjà partis et il faut que je témoigne un peu aussi pour eux. Frundi, tout ce, Madame Joya, tout le monde, quoi. Voilà, donc une espèce de thèse de votre engagement et de ces années, en tout cas surtout un legs pour la postérité que vous souhaitez. Absolument. Tout à fait. Oui, parce que dans la philosophie de l'Union des populations du Cameroun, il est de tradition que ceux qui partent laissent derrière eux un témoignage, parce que c'est comme ça que le parti se renouvelle. C'est un parti qui a 76 ans. Cette année, certains disent l'âme immortelle. Oui, 76 ans, c'est-à-dire comme le PDCI qui est né en 46, 2 ans après c'était l'UPC. Et bon, il y a des gens qui disent, mais non, vous êtes un vieux parti, vous devez être fatigué. Non. Dépassé. Les Frundi, l'ANC a été créé en 1912, mais ils sont arrivés au pouvoir en 1994, après 82 ans
de lutte. Donc, dans la tradition politique et révolutionnaire, ça ne nous fatigue pas. C'est-à-dire, on se dit, pour l'instant, les colons ont voulu qu'on nous efface de la scène politique et ça s'est poursuivi depuis l'indépendance. On est effacé. Bon, il y a des UPCistes qui sont des alliés du RDPC, mais ils n'ont pas apporté avec eux un peu de l'idéologie de l'UPC qui était, bon... Vous pensez que l'UPC continue de résister à ce que vous considérez comme étant une chasse aux sorcières de son existence? Mais il y a une chasse aux sorcières. Si, que je vous dise, sincèrement, quand Mitterrand arrive au pouvoir, le 10 mai 1981, l'Union des populations du Cameroun lui écrit pour le féliciter, parce que nous sommes un parti de gauche. Oui. On lui écrit... Mitterrand, dans son temps. Mitterrand, en 81. Oui, voilà. tout à fait. Et donc, on lui écrit et on lui dit que, vous savez, on vous écrit parce qu'on est de la même famille politique, on est des socialistes, et on vous signale que nous vivons une dictature féroce. Et Mitterrand a répondu à cette lettre de la direction de l'UPC. Il nous a remerciés et il a dit « Je connais votre situation, le moment venu, je m'en occuperai ». C'est à ce moment-là que l'UPC a pris la décision de faire rentrer tous ceux qui peuvent rentrer au Cameroun. On fait un congrès en mai 82 et à la surprise générale, le président Ahidjo démissionne en novembre. En novembre. Et nous écrivons la première lettre qu'on écrit, c'est à Paul Biya, une lettre de soutien pour l'encourager à aller vers la démocratie et lui dire de ne pas suivre les pas de son prédécesseur. Il ne nous a pas répondu. Mais quand Mitterrand l'a convoqué en début 83, dès qu'il est arrivé à l'Élysée, le président lui a dit « Bon, je connais la situation chez vous. Vous dites quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont exilés. Il faut qu'ils rentrent et il faut faire la démocratie. » Et c'est là que Biya décide que, bon, je ne peux pas faire la démocratie pour l'instant parce qu'il y a 250 ethnies. Par contre, tout le monde peut rentrer et c'est comme ça que nous, on est rentrés. Alors, pour rester dans le sillage, n'est-ce pas, de cette histoire politique et des engagements de l'Union des populations du Cameroun, on a perçu dans ses premiers propos l'engagement de la militante ferme qui reste ancrée dans ses convictions autour de l'UPC. Oui, c'est ça. Le regard que vous portez aujourd'hui sur la scène sociopolitique nationale, commençons déjà par évoquer la question des libertés publiques. Justement, vous parliez de ceux qui étaient exilés, du régime sous Ahidjo. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez quelques 30-40 ans après? Ah, les libertés publiques, vous savez, le président nous a dit qu'on pouvait rentrer. Mais après, il nous a tous mis en prison. Donc... C'était sans motif? Non, le motif, c'était qu'on était des dangereux UPCistes. Peut-être que le discours... Et donc, la main tendue, il ne l'a pas accepté, au contraire. Y avait-il pas d'activité qui semblait... Ah non, non, il y a toujours des activités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le parti qui vous tend la main, qui vous dit « nous allons collaborer avec vous si vous allez dans le sens de l'instauration de la démocratie ». Cette lettre, il n'a pas répondu à notre lettre. Malgré tout, on est rentré et on a commencé à faire nos activités en clandestinité. Mais il nous a tous mis en prison. Dans le cas qui vous concerne, vous avez connu la prison dans cet épisode-là. Qu'est-ce qu'on vous reprochait officiellement, tout au moins? Ben, on nous reprochait que d'abord, quand on tombe, quand on attrape un, on le torture. Et moi, on a trouvé mon nom dans les papiers des Canets. C'est comme ça Anissé Canet. C'est le président du Maniden. Exactement. C'est comme ça qu'on est aussi venu me chercher. Mais entre-temps, il faut que je dise quand même qu'en 83, il y a une grosse crise qui a éclaté entre le président Ahidjo et le président Paul Biya. Pourquoi? La crise hiérarchique.
Oui. Parti politique et président de la République, président du parti unique et président de la République. Parce que quand le président prend donc ses engagements à Paris, le président Ahidjo qui est à Yaoundé, en tant que le président Biya est en train de prendre des engagements et il se fâche, il fait venir la presse officielle, il fait venir Cameroun Tribune et il dit ouvertement que le parti est au-dessus de l'État. C'est-à-dire que c'est le parti qui définit la politique et l'État applique. Évidemment, l'UPC, le Sonsa, n'a fait qu'un tour. On a fait une déclaration violente contre cet aspect. Mais ce que Ahidjo a dit était vrai, parce qu'au congrès de 1975, Ahidjo a réaffirmé, au congrès de Douala en 1975, il a réaffirmé haut et fort que c'est le parti qui définit la politique et l'État applique. Donc pour dire que les engagements de Paul Biya, ce ne sont pas des engagements du parti, donc il ne connaît pas bien le parti. Peut-être qu'il faudrait rappeler à nos téléspectateurs que bien que le président Amadou Ahidjo avait démissionné, il gardait la tête de l'UNC et donc président de l'UNC, et notamment, ça devait donc être le parti et donc lui à la tête qui définirait la politique. Il dit qu'il n'avait pas à le dire parce que c'est lui qui définit la politique du pays. Donc l'UPC réagit violemment et on fait une déclaration. On dépose à Radio Douala, il n'y avait pas de télé. Et quand on envoie ça à Yaoundé, le président, la présidence donne l'ordre de diffuser la déclaration de l'UPC. Ce qui courrouce davantage le président Ahidjo. Bien sûr, parce que du coup, le président, les gens commencent même à se demander si Biya n'est pas UPCiste. Mais pour lui, heureusement, parce que quand nous avons réagi, l'UNC est entré sous le lit. Fatalement, le président est toujours à Yaoundé. L'UNC n'a rien dit. C'est nous qui avons parlé. Qu'est-ce qui se passe donc? Le président appelle à nouveau Mitterrand. Il lui dit, bon, je suis en difficulté avec le président Ahidjo. Et Mitterrand lui dit, je vais arriver au mois de juin. Au mois de juin, Mitterrand arrive, on est en 83. Cet adoubement que c'était voilà, pour l'adouber devant l'Assemblée nationale, il fait un grand discours, etc. Mais Biya était bien content de trouver que le parti qu'on appelle l'UPC l'a soutenu dans son bras de fer. Voilà. Alors, partie de ces années de transition, on va le dire comme ça, l'arrivée du président Paul Biya au pouvoir, et puis le retour du multipartisme. D'ailleurs, vous avez fait les frais, vous disiez tantôt, de l'emprisonnement, retour du multipartisme dans les années 90, et puis on passe en 92 avec ce qui continue d'être la polémique sur les résultats de la présidentielle cette année-là. On est donc rendu... on a envie de dire dans les alentours des années 2018 et maintenant. Qu'est-ce que vous faites comme constat sur le plan de l'évolution, non seulement du processus démocratique, des contingences et des avancées plus ou moins perceptibles? D'abord, l'évolution, on ne s'attendait pas du tout à ce que les partis politiques ne puissent pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a eu un gel de la démocratie. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes en démocratie et nous, les partis de l'opposition, ne pouvons pas fonctionner. On ne peut pas faire de réunions publiques. Avant 90 ou après 90? En 90, depuis 90. On ne peut pas faire de réunions publiques, on ne peut pas faire de meetings. C'est-à-dire que les partis de l'opposition sont dans une espèce de niche où on les sort le temps d'une campagne électorale, c'est-à-dire 2 semaines, et après... on n'a plus que les plateaux de télé. Dans un couloir de silence, vous voulez dire? Ah oui, oui, oui. Donc, les partis politiques ont été un peu réduits à ça. Et c'est donc sur les plateaux qu'on apprend ce que pense tel parti ou tel autre parti. Alors, mais est-ce que vous pensez que ces formations politiques ont suffisamment creusé dans la structuration de la mémoire collective, mais surtout aussi dans la capacité à faire un contrepoids? On a souvent parlé des dissensions au sein de la classe politique, avec une incapacité justement à se mettre ensemble, à tenir le bon combat. Oui, mais ça c'est ce qu'on dit. Mais on a fait 6 mois de ville morte. Hein? On était unis comme les 5 doigts de la main. Là, vous parlez de 90. En 91. 90-91. Oui. Oui, on était unis. Vous pensez que cette union que vous décrivez non, depuis, existe aujourd'hui? Ça a volé en éclats.
il y a eu le CNRR, la coalition de 2004. Qui n'a pas tenu? Qui a volé en éclats. Elle a volé en éclats, pourquoi? Parce que Frunzi estime qu'il a un électorat puissant et qu'à ce titre, quand on fait une coalition, il ne doit pas être éliminé au motif qu'il ne parle pas français. C'est pas à lui de s'aligner alors qu'il dit avoir le potentiel électoral. C'est que c'est comme ça, les coalitions en Europe et tout. C'est le parti qui est le plus puissant qui est devant. Les autres viennent derrière. Et donc, dans ce sens-là... Sauf que certains lui reprochaient de n'avoir pas posé ce préalable avant le début des négociations. Non, ce n'est pas ça. Ils ont fait une plateforme en disant il faut que tu sois parfaitement bilingue. Frunzi n'était pas bilingue. Mais Frunzi estimait que, comme on a 2 langues nationales, il a la liberté de s'exprimer en celle qu'il maîtrise le mieux. Qu'il maîtrise le mieux. Donc, on lui a dit non, ce n'est pas possible. Et le Frunzi a dit non. Vous tous qui êtes autour de moi, là, vous voulez mon électorat. Et mon électorat est puissant. Alors, si je ne suis pas devant, je claque la porte. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, entre 2004 et 2018, on a fait face aussi à ces balbutiements ou cette incapacité de l'opposition à se mettre ensemble. Et aujourd'hui, on parle des alliances comme celle de l'APC et l'autre portée par le docteur Billet. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les mêmes causes produisent les mêmes effets finalement au sein de l'opposition? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai rencontré Billet. Aujourd'hui, ce que les partis veulent faire, c'est une transition. Or, Biya n'a pas encore dit que c'est l'heure de la transition. Quand le président qui est aux affaires ne dit pas qu'il y a une transition, vous décidez qu'il y a une transition. Et puis quand vous débattez, vous vous rendez compte que il faut que Biya dise que l'heure de la transition a sonné. Alors on y va. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, il faut respecter, c'est-à-dire il faut être dans une situation où il y a des coalitions. Et quand il y a des coalitions, ça donne un plus pour avoir des chances de battre le candidat du RDPC. Et donc, s'il n'y a pas ces coalitions-là, on ne peut pas espérer faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui fait problème de votre point de vue? Rendu aujourd'hui, à la veille de 2025, c'est une échéance importante. Comment justement faire en sorte que l'opposition franchisse le cap face justement cette action vers la coalition, les alliances que vous semblez décrire comme étant la solution magique? Oui, ça a fonctionné en 92. Maintenant, ça a du mal à fonctionner parce qu'il y a des égos toujours plus forts. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là, tous ceux qui disent on va faire une coalition autour d'un tel, du moins celui qui est l'auteur de la coalition, il espère bien que ce sera lui, le porte-drapeau de la coalition. Et puis on entend que non, telle coalition finalement a sauté parce qu'on ne sait pas. On n'arrive plus à faire une coalition. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'égos qui sont en jeu et il y a une chose qui fatalement va jouer. C'est qu'il faut qu'il y ait des programmes et peut-être des idéologies comparables qui font que, bon, par exemple, le social-démocrate SIF peut s'allier avec l'UPC. C'est-on parlait parfois des alliances contre nature qui, voilà, dans l'essence, ne peuvent pas aller dans le même sens au sein de ces alliances. C'est vrai, mais quand on veut faire une alliance, quand on a fait la coordination des partis de l'opposition, c'est l'UPC qui a rédigé cette plateforme en clandestinité. On a fait la coalition qui a rassemblé toute l'opposition. Et il y avait dedans, à la fin de la coalition, même au milieu, le patron, c'était le bras droit d'Aïdjo, c'était Eboa Samuel, que nous avons soutenu comme le patron de la coordination. La coordination, oui. Oui, Eboa a été un bon patron de la coordination.
C'est-à-dire que quand vous avez un but, bon, on avait une plateforme hein, qui allait des petites choses à faire, mais qui aboutissait à la conférence nationale souveraine. Qui était l'objectif final. Qui était l'objectif final. Parce qu'à à cette conférence nationale, on aurait examiné, par exemple, la forme de l'État. C'était important parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que la plupart des partis et les plus grands partis, puisque toute l'opposition y était, tous les partis, à quelques exceptions près, étaient pour le retour au fédéralisme. Au fédéralisme. Tous. Alors, on reviendra peut-être en quelques mots sur cette question du fédéralisme lorsqu'on va évoquer, on va évoquer votre regard sur les questions sécuritaires, notamment dans les régions du Nord-Est et du Sud-Ouest. Oui. À côté des formations politiques, nous avons la société civile. Oui. Certains lui prêtent un rôle, certains la pointent du doigt comme étant pas suffisamment poignante. Comment vous l'entrevoyez dans le contexte camerounais pour apporter sa pierre à l'édifice, déjà sur le plan de son activité et peut-être sur le plan de sa meilleure structuration? Bon, il faut que je dise l'origine de la société civile. Oui. C'est à la chute du mur de Berlin que la communauté internationale a décidé qu'il faut faire la guerre froide est finie, donc il faut la démocratie un peu partout. Mais pour qu'il y ait cette démocratie, on a érigé la société civile comme contrepoids, comme sentinelle de la démocratie. Donc, aujourd'hui, la société civile a un poids énorme. Vous pouvez arriver au REDAC et trouver qu'un représentant de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, basé à Genève, est de passage. Il est venu voir la société civile camerounaise. Donc, cette société civile a un poids certain. Quand il y a eu l'affaire de Garbou, oui, l'État a dû reconnaître qu'il y a eu des problèmes. Donc, cette société civile, elle est soutenue par la communauté internationale, et notamment l'ONU. Vous ne pouvez donc pas faire en sorte qu'on menace la société civile. Ça aura des répercussions sur l'État camerounais et sur son gouvernement. Alors, vous avez parlé du REDAC tout à l'heure, comme d'autres organisations de la société civile. Oui. Un monde d'avenir. Voilà, un monde d'avenir. L'État, notamment lorsqu'on voit les récentes correspondances du ministre de l'administration territoriale, oui, pointe souvent du doigt ce qu'il considère comme étant l'activité pas traçable de ces organisations de la société civile. D'ailleurs, le ministre de l'administration territoriale parlait de financement, oui, pas toujours justifié. Oui. Est-ce que la société civile aujourd'hui, comme le pense quelqu'un, n'est pas plutôt un ensemble d'institutions qui profitent d'un certain nombre de financements et qui ne jouent pas pleinement son rôle que vous tentez de décrire? Non, on n'y peut rien. On n'y peut rien parce que la société civile est protégée par la communauté internationale. Et donc, c'est elle qui finance cette société civile. Au profit de qui, finalement? Au profit de qui? Au profit de ses activités. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure l'État peut avoir l'œil sur le financement de la société civile. N'oubliez pas. L'actuel ministre de l'administration territoriale dit, par exemple, qu'il y a risque, n'est-ce pas, d'activités malveillantes pour la sécurité de l'État et la tranquillité de l'ordre public. C'est ce que dit le ministre de l'administration territoriale. C'est son droit. Sauf que jusqu'ici, on ne voit pas très bien comment cette société civile dérange, puisque cette société civile n'entre pas dans le débat entre l'opposition et le parti au pouvoir. Ce que le parti au pouvoir conteste. Il parle de cette société civile comme étant braquée sur des actions toujours contre le gouvernement. Non, cette société civile est là pour surveiller donc le fonctionnement de la démocratie et donc comment l'État gère la démocratie, les droits de l'homme, la presse, l'exercice des droits civiques et tout ça. Elle a été érigée pour jouer ce rôle-là. Justement,
Alors, l'État, notamment, et l'administration lui repose souvent de ne pas pointer du doigt, notamment dans les situations de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, les exactions qui viennent des groupuscules et des bandes armées qui sévissent de ce côté-là, et donc un comportement totalement en charge contre l'État. Ça, c'est vrai que l'État reproche à la société civile, notamment les organisations des droits de l'homme, le fait qu'ils soient un peu plus frileux quand ce sont les séparatistes qui attaquent. Et ça, il faudra que les organisations des droits de l'homme puissent prouver qu'ils sont aussi bien sévères avec l'État qu'ils le sont aussi avec les séparatistes. Et ça, il faudra que les organisations donnent les preuves. Alors, maintenant, Madame Alice Combes est une grande icône, hein, c'est une guerrière du droit. Donc, vous voyez qu'on n'a pas voulu explicitement y arriver, mais on sait très bien que l'affaire reste pendante et que Maître Alice Combes a posé un certain nombre de préalables, le ministre de l'administration territoriale et notamment le préfet. On suivra de toutes les manières cette affaire avec beaucoup d'intérêt. Alors, pour rester sur le cas de la question des partis en situation difficile sur le plan sécuritaire. On va parler de ça avant de prendre le reportage tout à l'heure qui va nous ramener sur la deuxième dorsale de cette émission. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, depuis 1996, légèrement un peu plus, les tensions ont viré au conflit avec beaucoup de pertes en vies humaines. C'est une question aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations, notamment de ceux qui ambitionnent de diriger le Cameroun. De votre point de vue, en un mot, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de s'en sortir? Je vais vous dire, quand M. Kofi Annan est venu ici en 2001, au banquet d'État, il a dit il faut faire attention aux protestations du pays, de la région anglophone. Parce que pour l'instant, ils font des petits trucs, ils hissent le drapeau le 1er octobre, on vient, on les disperse et ils s'en vont. Le Cameroun est pupille de l'ONU. Le Cameroun est pupille de l'ONU. Nous avons obtenu notre indépendance à l'ONU. Donc, dès qu'on a supprimé le fédéralisme, les activistes anglophones sont allés à l'ONU directement pour poser plainte. C'est-à-dire Albert Moukong, Gorgi Dinka et d'autres, pour dire que nous nous sommes réunis en 1961, mais voilà que les francophones ont saccagé notre deal. Certains ont parlé d'une assimilation. Une assimilation, on veut les francophoniser. Bref, il y a eu des choses qu'ils ont déposées à l'ONU et l'ONU a tendu l'oreille à ces récriminations. Et ce que Kofi Annan a dit à Yaoundé, c'était que faites attention, ça commence comme des petites escarmouches, un jour ça pourra déboucher sur autre chose. Bon, il a dit en 2001, en 2016, c'est autre chose. 15 ans plus tard. Voilà. Alors, vous semblez dire là qu'on n'a pas suffisamment pris avec... prêtez attention. Alors aujourd'hui, ce qui s'est passé est douloureux, dramatique, avec beaucoup de scènes dramatiques. Comment on fait pour, à défaut de s'en sortir totalement, de régler la situation et d'y apporter des solutions qui portent de l'espoir pour l'avenir? Il y a beaucoup de solutions. D'abord parce que les activistes, les Amba Boys, n'ont pas entraîné, comment dire ça, toute la nomenclature que ce soit les chefs, les élites, personne, parce que chacun a des intérêts du côté francophone. Tout à fait. Donc, on tient à être ensemble. Et si Mafani Moussongue, qui a eu l'honneur de présider à cette commission-là pour voir ce qu'il y a lieu de faire, et dans ses conclusions, il a dit que tout le monde revendique le retour au fédéralisme. D'abord parce qu'il faut dire ce qui est historiquement. La fin du fédéralisme est venue de ce qu'on est entré dans l'exploitation
pétrolière. Bon, et dans l'exploitation pétrolière, comme dans d'autres régions où on exploite le pétrole, par exemple au Canada, en Alberta, il y a du pétrole. Mais on laisse une partie de la manne pétrolière pour le développement local de cette province. Voilà. Et ce que les anglophones nous reprochent, c'est que le pétrole est dans le sud-ouest. Mais ils ne sont nulle part. SCDP, SNH, Sonara, ils ne sont nulle part dans la chaîne. Et ils l'ont répété le jour où ils sont venus au grand dialogue de Yaoundé. En 2019. Oui, oui, ils l'ont dit. Donc, c'est une décision qui est actée par des francophones. Et je dis que c'est une décision du néocolonialisme, parce qu'il n'y avait aucune raison pour qu'on supprime le truc. Bon, le président Ahidjo est parti à l'Assemblée nationale pour dire que non, vraiment, ce n'est pas possible, ça nous coûte cher. Deux États fédérés. Oui, on a d'autres objectifs. Nos objectifs, c'est le développement. Donc, on ne peut pas faire... Oui, mais quand on dit ça, ça veut dire que pour vous, le fédéralisme est un gadget. Oh, on n'a pas d'argent, bon, on laisse tomber. Non, on a décidé de ça pour ménager les deux cultures. C'est pour ça qu'on a fait le fédéralisme. Donc vous ne pouvez pas, au détour d'un truc, mais c'était une décision inopportune de votre point de vue. Non, ce n'est pas une opportune. C'est du néocolonialisme qui a voulu que la France nous pousse à renoncer au fédéralisme. Très bien. Alors, Ariel Tekoué, pour vous, la solution semble être orientée vers le fédéralisme. Alors, nous allons souffler, nous allons permettre de suivre ce reportage que je pense la réalisation va nous offrir. Ceci étant, c'est pas bon qu'ils aient pris les armes. Tout à fait. Pour ça, je condamne. Vous condamnez la prise des armes. Je condamne, mais vous consentez au fédéralisme. Oui, je condamne le fait qu'ils aient pris les armes. Parce que nous n'avons aucune raison de prendre les armes. Aucune. Alors, on va suivre ce reportage qui nous plante le décor avec la question de la CEMAC et nous revenons pour la deuxième dorsale de cette émission. En référence au dernier baromètre économique pour la CEMAC du groupe de la Banque mondiale, la croissance dans les 6 États membres a ralenti à 1,7% en 2023 contre 3,1% en 2022. Une contre-performance causée entre autres par une baisse significative de l'activité pétrolière en Guinée équatoriale et une croissance plus faible au Gabon. S'agissant de l'inflation, le seuil communautaire n'est plus respecté depuis 2022 par la quasi-totalité des États membres. Cette tendance devrait se poursuivre à moyen terme selon les prévisions. En 2023, le taux d'inflation était de 5,4%. Pour 2024 et 2025, il est estimé respectivement à 4 et 3,3%. La dette publique, quant à elle, s'est graduellement accrue pour atteindre un pic de 57,2% du PIB en 2020. La baisse des prix mondiaux du pétrole a entraîné des répercussions négatives sur le commerce, la situation budgétaire et les réserves régionales de la CEMAC qui se sont détériorées en 2023. Le niveau de réserve de change passé de 2,3 mois en 2016 à 4,6 mois en 2023 d'importation des biens et services connaît depuis 2024 une tendance à la baisse. La gouvernance est citée comme un autre tendon d'Achille de la situation en zone CEMAC. Le programme de réforme économique et financière de la CEMAC, rendu à sa deuxième phase, n'apporte pas encore des résultats optimaux. À ceci vient se greffer des facteurs comme le taux de chômage élevé et le manque d'opportunités. Selon la Banque mondiale, 1 jeune sur 4 ne travaille pas, n'est ni à l'école ni en formation dans la CEMAC. Tant attendu, des espoirs restent fondés sur le rassemblement des chefs d'État à Yaoundé. Vivement des solutions aux problèmes.
C'était donc là un reportage de Cédric Tachako qui plantait le décor. L'avant-sommet qui s'est tenu en début de semaine du côté de Yaoundé, sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la zone CEMAC, avec une panoplie de problèmes, des solutions voulues, une tension, on disait, une CEMAC partagée entre agonie dans certains pays et résilience peut-être extrême dans d'autres, une CEMAC qui continue de se chercher, un énième sommet extraordinaire avec les mêmes problèmes. Il y en avait eu un en 2016, il y en a eu un en 2021. Henriette Ekwe, la CEMAC aujourd'hui a-t-elle la capacité de résister au triste sort que certains semblent décrire ou semblent lui prédire? Bon, alors, la CEMAC a 60 ans. Oui. C'est-à-dire que l'UDEAC a été créé en décembre 1964. C'est-à-dire 60 ans après. On est passé de l'Union douanière économique d'Afrique centrale à la CEMAC. Oui. Voilà. Ce qui est quand même triste, c'est que on considère que la CEMAC, avec tous ses producteurs de pétrole, c'est le petit frère du Golfe Persique. Le Golfe de Guinée notamment. Oui, le Golfe de Guinée par rapport au Golfe Persique. Et regardez dans quelle misère se trouve la CEMAC. Un véritable contraste quand on voit comment les économies du Golfe Persique est... Oui, c'est terrible. Nous sommes producteurs de pétrole. En plus, un pays comme le Cameroun est une puissance agricole, ce qui n'est pas banal. Avec le bois, le palmier à huile, le caoutchouc, etc. Et d'autres minerais. Et les minerais, et la forêt, et tout ça. Et on est pauvre. Les enfants sont en train de prendre les avions. Tous les jours, des quartiers, on se cotise pour que les enfants aillent au Canada. C'est quand même terrible. C'est-à-dire qu'on a fait faillite. Ce constat alarmant. On a fait faillite. On a fait faillite et de votre point de vue, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour que nous fassions faillite comparé au Golfe Persique. Parce que les chefs d'État ont pris l'argent du pétrole, ont mis dans leur poche. Au moment où on est en train de dire qu'on n'arrive plus à payer les fonctionnaires congolais de Brazzaville. Dans tous les réseaux sociaux, on voit le président qui est en train de marier sa petite fille, son neveu, dans un déploiement de diamants, de champagne. Voilà la réalité. C'est-à-dire qu'on a des chefs d'État qui n'ont pas su mettre en valeur les ressources de leur pays. Quand on est encore dans les bras du FMI, de la Banque mondiale, qui viennent nous dicter des choses, là où ailleurs, même les pays du Sahel qu'on disait pauvres, ils commencent à exploiter leur lithium, ils font leur lingot d'or, ils font ceci. Nous, on a fait donc quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que le FMI et la Banque mondiale viennent encore nous dicter, nous donner des leçons. On voit bien que les plans d'ajustement structurel nous ont plongés dans la misère jusqu'aujourd'hui. Le Cameroun est pauvre, avec un SMIC qui ne ressemble à rien. Là où on devait avoir 150 000 de SMIC, parce que le pays, la vie coûte cher, on ne peut pas se loger, avoir l'électricité, envoyer les enfants à l'école. Aujourd'hui, même l'école publique, il faut payer. Alors, qu'est-ce qui manque à la zone CEMAC en dehors de la gouvernance? Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que la classe politique, opposition, société civile et même les populations s'accommodent de cette mauvaise gouvernance? Non, les populations, pardon, il faut les laisser tranquilles. Il y a des économistes. On a envoyé des enfants à l'école. Ils ont ramené des diplômes. Il y a des économistes. Il faut qu'ils s'asseyent et qu'ils voient ce qu'ils peuvent faire. Si on est arrivé, ce qui nous est arrivé dans les années 80-90, c'est incroyable, où les fonctionnaires sont devenus des milliardaires.
Quand on dit non, mais tu ne connais pas l'économie, oui, on ne connaît pas l'économie, mais comment a-t-on fait faillite? Hein? Tous ces gars-là qui sont autour de la CEMAC, là, ils produisent du pétrole. Et ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils produisent du pétrole, justement. Et quand on a commencé à produire le pétrole chez nous, le président Ahidjo a dit, premier signe de notre nouvel essor, c'est qu'on construit ce palais de marbre, le palais de l'unité. C'est le premier indice. Le président a dit non. Maintenant qu'on produit du pétrole, il faut qu'on ait un palais qui soit digne de nos revenus. Alors s'il fallait un électrochoc aujourd'hui pour réanimer la CEMAC que quelques-uns disent en état d'agonie. Oui, 60 ans. L'électrochoc serait quoi de votre point de vue? 60 ans, ce serait peut-être que les chefs d'État qui sont là, qui ont largement profité des richesses, laissent la place aux jeunes générations. C'est une affaire d'hommes? Moi, je crois que c'est une affaire de génération. Parce que ces gens-là, ces gens qui ont profité mais largement de ce pétrole, de ces richesses-là. Mais attends, quand on a découvert qu'il y a du pétrole quelque part, mais c'est la joie. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. C'est ce qui s'est passé au Niger. Quand on découvre qu'il y a le pétrole quelque part, mais on danse. Et notre pétrole a donné quoi? Très bien. J'aurais voulu poser d'autres questions sur cette situation de la CEMAC, mais je préfère, dans la traditionnelle rubrique de la parole donnée à nos confrères, nous en avons sollicité 4 qui vont nous passer les questions et puis on revient à vous. D'accord. Henriette Ekwe, bonjour. Vous avez passé la moitié de votre vie dans la lutte politique. Vous êtes une femme engagée. Mais depuis 2011, lorsque vous avez reçu le prix décerné par l'État, le département américain, le prix du courage, on a l'impression que vous avez pris votre retraite, politiquement parlant. Alors, la question que moi je voudrais vous poser, c'est qu'après vous, il n'y a plus rien. Vous n'avez pas assumé la relève. On veut bien savoir pourquoi. Est-ce que c'est un choix délibéré ou alors vous n'avez pas trouvé les femmes capables de faire comme vous? Le fait qu'elle ait constaté que il y a dans les administrations publiques un fort taux de tribalisme. Vous vous souvenez, cette vidéo est décrit que du vigile jusqu'au directeur, toutes sont d'une même tribu. Donc la question que je voulais poser à la suite, une fois que j'ai dit cela, est-ce qu'elle n'a pas une crainte que quand elle fait ce genre de déclaration, vu que le régime est quelque peu policier et répressif et qu'on ne sait jamais ce qui peut lui arriver. Quand elle le fait, quand elle le dit, est-ce qu'elle n'a pas peur? J'ai également constaté que elle a parfois un tien de langage parfois trop dur avec le leader du président national du MRC, professeur Maurice Kamto. Elle tient souvent un langage dur à son égard, les gens du MRC. Donc je ne sais pas si elle a une dent particulière contre le parti MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Donc voilà les deux préoccupations que je voudrais lui adresser, que je lui renvoie. Ma première question justement serait de savoir qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de voir à quel point le combat panafricain pour lequel tu as consacré toute ta vie est en train de prendre corps avec les résultats que nous voyons sur le plan politique avec les pays de l'AES pour ne citer que ceux-là, mais aussi sur le plan médiatique avec davantage des chaînes de télévision, radio, des journaux panafricains qui reprennent un discours que tu as souvent très prononcé et qui aujourd'hui semble donner son résultat. Ma deuxième question, elle est liée à ta grande famille politique. Tu as toujours été une UPCiste par essence, par excellence. Et je voudrais quand même savoir pourquoi on a l'impression qu'aujourd'hui l'UPC piétine, l'UPC n'arrive plus à redémarrer
comment est-ce que vous comptez juguler les divisions internes qui affaiblissent davantage l'union des populations du Cameroun? Alors j'aurais tellement aimé avoir une vraie conversation avec Henriette Ekoué sur un certain nombre de sujets. N'étant pas moi-même en plateau ce soir avec vous, je vais me contenter d'une question, d'une sorte de généralité, si vous voulez. Une généralité pour avoir la réflexion d'Henriette sur, sur comment elle scénarise le démantèlement de la France-Afrique en Afrique centrale, qui représente à mes yeux et aux yeux de nombre de gens l'aile dure de ce qu'on appelle le précaré français. Alors je pose cette question en considérant évidemment que du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu, si ce n'est une tradition, au moins des expériences de révolution, des dynamiques de révolution au sens d'une rupture prononcée, affirmée, signifiée, rupture avec la France et les méthodes de la France-Afrique. Ça s'est vu au Burkina Faso avec Sankara, et même en Côte d'Ivoire d'ailleurs, au Mali, dans une certaine mesure la Guinée aussi, et même en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Sauf que on a le sentiment qu'en Afrique centrale, voilà, tout cela a bien du mal à se mettre en mouvement. Il n'y a, mais je parle sous votre contrôle, chère Henriette, jamais eu de vrai mouvement révolutionnaire dans l'histoire de ces pays de l'Afrique centrale qui ait abouti à une prise de pouvoir et à une dynamique objectivement révolutionnaire, bien sûr. Retour sur ce plateau en toute franchise avec Henriette Ekoué qui a accepté justement d'avoir cet échange en toute franchise avec nous. Sûr. Henriette Ekoué, nous avons donc sollicité quelques confrères. Je vais rapidement vous rappeler une de ces questions, vous allez répondre. Alors, il y a Alphonse Djené qui se plaint de ne pas voir suffisamment de la jeune génération femme engagée dans le combat politique comme vous. Il se pose la question de savoir si vous en avez formé. Est-ce que depuis 2011, vous avez reçu votre prix, vous avez pris votre retraite? Pas du tout. Je reçois régulièrement des femmes, des jeunes femmes qui sont dans des partis politiques et qui viennent prendre des cours. Des cours, des conseils chez vous. Voilà, oui. Par exemple, qu'elles apprennent à s'exprimer, qu'elles aient le courage et qu'elles soient un peu... Oui, et qu'elles soient des vigiles de leur parti, parce qu'il faut connaître les textes, il faut connaître l'idéologie du parti, etc., pour prendre la parole. Et on vous a d'ailleurs vu avec le syndicat des journalistes, où vous prenez les plus jeunes, ainsi de suite. Voilà, et j'ai formé beaucoup de jeunes, notamment des jeunes femmes, dans la presse politique. Tout à fait. Parce que je disais toujours aux jeunes filles, aux jeunes journalistes, la rubrique reine, c'est la politique. Et c'est à partir de là que vous pouvez avoir des postes de secrétaire, de rédacteur en chef, oui. Etc. C'est une rubrique reine. Donc il faut que les femmes s'y investissent, parce qu'il y en a qui faisaient la santé, qui faisaient la culture. Encore que ce n'est pas des... Oui, ce n'est pas des petits trucs. Bon. Mais j'ai beaucoup encouragé les jeunes, comme ma fille Niacha et d'autres. Oui. À s'intéresser à la politique. À s'intéresser à cette rubrique-là. Tout à fait. Alors, Rogic Tchokwa qui dit, il vous a entendu souvent décrier le tribalisme ambiant qui gagne les sphères de l'administration et autres. N'avez-vous pas peur que la répression s'abatte sur vous? Et puis, deuxièmement, vous avez aussi très critique vis-à-vis des formations de l'opposition, notamment le MRC. Avez-vous une dent particulière contre ce parti et son président, par exemple? Pas du tout, pas du tout. Et j'ai eu le président Kamto au téléphone la veille de sa fameuse marche. Oui. Et je lui ai fait 2 reproches. D'abord, depuis qu'il y a la démocratie, jamais un parti n'a pris une identité ethnique. Or, le MRC tient toujours à rappeler que, attention, c'est quand même les Bamileke. Et puis, autre chose, c'est que j'ai l'impression que ce parti est entre les mains des suprémacistes Bamileke. Pourquoi je dis ça?
Il y a eu des Bamileke à l'UPC, au SDF, au RDPC, partout. Mais on ne prend pas l'identité d'une région. À un moment, il défilait comme ça. Après, non, il fallait le ndop, parce que ça fait un peu plus... Mais j'ai dit à Kamto, il faut faire très attention, parce que toi, tu veux entrer à la présidence. À la présidence de la République. Si tu ne marques que ton identité Bamileke, tu n'arriveras jamais aux affaires. Tu n'arriveras pas. Frungi, quand vous discutiez avec Frungi, en privé, il disait Abigraphy Boy. Mais quand il est dehors, I want change. Power to the people. Pour se départir de la considération. Jamais il n'a brandi son identité de Graphy Boy. De Graphy Boy. Alors, Mohamed la deuxième chose, oui. Le président est un juriste chevronné. Mais un juriste qui accepte qu'on aille casser les ambassades. Il ne l'a pas dit, on n'a pas vu une déclaration. Si, on a vu, comment on l'appelle, le Douala là qui est mort, Paul-Éric Kingé, oui. Paul-Éric Kingé a dit devant les caméras, mais vous attendez quoi? Il faut aller à Berlin, il faut aller à Bruxelles, etc. Mais on vous dira que c'est Paul-Éric Kingé, c'est pas le professeur Non, c'était le directeur de campagne. Il faut faire attention. Et donc, je dis ça parce qu'un juriste qui sait ce que c'est que le droit international public, qui protège les ambassades, et dans l'ambassade, il y a les papiers des Camerounais qu'on fabrique à l'ambassade. Comment vous pouvez aller, on casse une ambassade, on décroche le truc, on fait pipi, ça ne se fait pas. Il m'a dit, ce n'est pas moi. Et je lui ai dit, tout ce qu'on fait en ton nom, tu dois réagir. C'est ça un leader politique. Ou bien qui ne dit rien consent, c'est ce que vous voulez dire? Tout à fait. Je lui dis que quand on a fait ça en ton nom, tu es obligé de réagir et violemment. Alors, Bachir Bandadam dit, vous avez combattu toute votre vie pour le panafricanisme. Qu'est-ce que ça vous fait de voir aujourd'hui un certain nombre d'élans, notamment les États de l'Alliance sahélienne, beaucoup de médias qui ont aujourd'hui une vision panafricaniste. Et secondairement, qu'est-ce que vous faites pour que l'UPC, votre cher UPC, retrouve du poil de la bête? Bon, le panafricanisme, c'est la défense. Le RDA, oui. En 1946, c'était une idée panafricaine. Nous ne pouvons pas avec les Kwame Nkrumah, à la Genèse, Céliacie. Tout ça. Et moi, le panafricanisme est dans l'ADN de toutes les organisations révolutionnaires. Bon. Quand on a dit ça, ce qu'on a fait avec cette chaîne, on a relancé le panafricanisme. Parce que ce qu'on a fait pour Gbagbo, où on a défendu Gbagbo bec et ongle. On a défendu Gbagbo parce que Gbagbo était un panafricaniste, c'était notre camarade. On a cheminé ensemble. Donc on est des révolutionnaires et on reproduit avec Gbagbo ce qu'on a fait à l'UPC et au FLN. Donc on s'est... Vous vous êtes retrouvé un peu comme dans une opposition des luttes d'indépendance. Mais il faut quand même que je dise, parce que ça Gbagbo me l'a dit. Il m'a dit, le président Biya m'a protégé. Parce que quand ils sont allés à Kléber, on dit à Gbagbo, il faut que tu enlèves ton premier ministre. Il dit jamais. Il me dit, j'ai fait le fou. C'est ton président qui a demandé la suspension de la séance. On est sorti et il m'a dit, ton avion est où? J'ai dit, il est à l'aéroport. Il dit, et tu penses que tu vas partir comment? Quand on te dit, fais ça, va à ton ambassade, tu fais ça. Il me dit, j'avais oublié ça. Effectivement, je n'aurais jamais décollé. Ils auraient pris Ouattara pour le mettre là-bas. Bref, le panafricanisme, tous les Africains politiques sont des panafricanistes. Nous le sommes encore davantage parce qu'on nous a tellement piétinés qu'on s'est retrouvé des conseillers
de Conakry, du président, enfin, le président Sékou Touré. Tout à fait. Et Moumié. Tout à fait. D'autres se sont retrouvés au Caire, où c'était aussi un grand panafricaniste, Nasser, etc. C'est nous, l'UPC, en 1958, qui avons conseillé à M. Mandela. Quand il est sorti pour la première fois en 1958, il est arrivé à Rabat parce que Mohamed V était un grand panafricaniste. Il est arrivé là-bas, il a donc trouvé les UPCistes et les gars du FLN, et c'est l'UPC qui leur a dit. Alors, comme la réalisation nous font de grands films, on va terminer par cette question de Luperi Wandi depuis les États-Unis. Oui. Que faut-il faire pour destituer l'ADN de la France-Afrique qui semble résister en Afrique centrale plus qu'ailleurs? Vous partagez cet avis? Mais attends, Luperi. De Gaulle a dit que notre région, là, c'est vraiment c'est la Cendrillon. Parce qu'il y a des richesses chez nous, dans ce beaucoup, en Afrique centrale. Et ces richesses-là sont entre les mains de ceux qui sont à la tête de l'État et qui n'ont pas trouvé bon d'essayer de répartir ces richesses pour que tout l'ensemble du peuple en profite. Bon, Ahidjo, il a fait ce qu'il a fait, l'école était plus gratuite qu'elle ne l'est aujourd'hui, il a fait beaucoup de choses aussi, sauf la répression contre nous les UPCistes, qui était très violente. Mais de plus en plus, ce qui se passe au Cameroun et ailleurs, c'est qu'il y a une grande misère dans ces pays-là qui sont dans l'exploitation pétrolière depuis plus de 60 ans. Le premier baril du pétrole au Gabon, c'était en 1961, premier baril. Mais tout l'argent allait dans les poches de la famille Bongo. Et le reste était à la France. Donc il y a eu réellement dans notre sous-région une mauvaise gestion qui fait qu'on est là où on est. Donc, on ne va pas s'en sortir. L'ADN de la France-Afrique a encore de beaux jours en Afrique centrale, ou bien vous pensez non, sauf que eux-mêmes commencent à être un peu mal à l'aise. Parce que les Africains de l'Afrique centrale sont maintenant mal à l'aise parce que c'est les autres de l'Afrique de l'Ouest. Comment le panafricanisme a été relancé au Cameroun? C'est nous qui étions fort. Bachir, c'est lui qui faisait tous les jours les plateaux du panafricanisme. Mais ça prenait de l'autre côté. Je suis arrivé un jour en France en 2013, il y avait 5 chauffeurs de taxi qui voulaient m'amener. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient cette chaîne-là. 5. Ils m'ont dit on vous amène gratuitement. Ils étaient des Guinéens, des Sénégalais, des Maliens. Ils disent que mais vous nous avez ouvert les yeux. Bon, ça c'est les forces des Camerounais. Voilà, Henriette Ekwe, on pourrait passer des heures et des heures en votre compagnie. Le temps est passé, merci. Un peu plus d'une heure. On va dire d'ailleurs merci à la réalisation qui nous a accordé quelques minutes. Merci. C'était un plaisir, Henriette Ekwe, de vous avoir, et en toute franchise, comme vous savez le faire, dans le cadre de cette émission. Merci. Madame, Monsieur, nous arrivons au terme de cette autre édition de votre magazine sur Dash Média, Dash TV, Dash Radio et tous les supports digitaux de Dash. D'ailleurs, le canal SAT c'est 5 et puis StarTime sur le 792. Restez scotchés sur les programmes de Dash Média. À très bientôt pour une autre édition en toute franchise avec un autre invité et surtout le même plaisir. Bonsoir.